C'est une coutume kanak qui a fait les gros titres dans les médias il y a quelques mois. Pourtant, une partie d'entre nous ne la connaît pas. Ce soir, nous allons parler du deuil kanak. En quoi consiste-t-il? Quelles sont ses étapes et que symbolise-t-elle? On en discute tout de suite dans Ça vous parle. Bonsoir et bienvenue. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend à l'école ni dans les musées. La coutume kanak et le deuil en particulier se vivent dans l'intimité des familles. Mais pour ceux qui n'y participent pas, ce n'est pas toujours facile de comprendre en quoi elle consiste. Nos invités ont accepté de s'ouvrir à nous sur ce sujet. Je reçois ce soir Yvon Connat, ancien président du Sénat coutumier, qui a également été collecteur pour la DCK, l'Agence pour le développement de la culture kanak. Je reçois aussi Daniel Wemo, qui a perdu un membre de sa famille il y a 1 an à cause du Covid. Il nous racontera comment la coutume de deuil a été adaptée dans ce contexte. Nos invités nous diront aussi comment ils ont vécu les critiques adressées par certaines personnalités politiques il y a 1 an. Dans cette émission, nous parlerons aussi environnement avec Kalédo Clean. Que devient l'éco-participation que l'on paie quand on achète des pneus, des téléphones ou encore des luminaires? Thibaut Bizien vous dira à quoi servent vos sous. Puis en fin d'émission, Chloé nous dévoilera une facette méconnue du danseur et chorégraphe Soufiane Karim. Il s'est immergé dans la culture traditionnelle javanaise sous une nouvelle casquette, celle de sculpteur et de peintre. Bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Ça vous parle. Alors je le disais à l'instant, la coutume telle qu'elle est vécue au quotidien est très rarement enseignée en dehors des familles. Une personne pourtant l'a documentée très précisément. Il s'agit de Sébastien Lebègue qui a publié en 2018 un livre intitulé Coutume kanak aux éditions Au Vent des Îles avec le soutien de la DCK. Une partie de cet ouvrage est consacrée au deuil kanak. Pour commencer cette émission, je vous propose d'écouter un extrait. Sébastien Lebègue décrit une cérémonie de deuil à laquelle il a participé. C'était en 2013 à la tribu de Tindo, à Yingen. La tribu venait de perdre l'un de ses jeunes. La première personne qui présente à la mère un geste coutumier est le père. Il s'excuse de ne pas avoir maintenu la vie de son fils et par extension de ne pas avoir su prolonger le sang et la vie offerte par les oncles maternels. Dans cette même continuité, les oncles maternels du jeune défunt sont prévenus afin qu'ils préparent leur venue pour le lendemain. Les étapes du cérémonial se répètent toute la nuit et sont similaires pour chaque arrivée de famille ou de clan. Alors qu'elles sont encore à l'extérieur de la maison, les femmes commencent à pleurer pour signifier l'arrivée de leur famille. Les hommes, quant à eux, restent silencieux. Dans la salle, la mère pleure toute sa peine, les mains sur les yeux, assise près du lit. La famille entre. Les femmes se joignent à la tristesse de la mère dans une lamentation et une pause commune. La force, l'intensité et le temps des pleurs sont importants. Au bout d'une dizaine de minutes, les pleurs s'estompent et laissent place à un temps de silence, puis à la parole du chef de famille. Il dit des mots de réconfort et d'accompagnement. Il pose un don composé d'une étoffe et d'un peu d'argent qu'il place sur le lit ou parfois sur le corps du défunt. Un représentant du clan du père s'avance et prend la parole pour remercier du geste qu'il dépose sur les abords du lit. Yvon Connat, ce que l'on vient d'entendre, c'est l'histoire d'une famille en particulier et des clans qui sont attachés. Est-ce que le deuil, la veillée commence toujours comme ça? Ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord remercier Sébastien. Sébastien, c'est quelqu'un qu'on a connu lorsque j'étais au centre culturel, dans le département de patrimoine et recherche avec Emmanuel Tumao. On l'a reçu dans nos locaux et il venait nous exposer un travail qu'il allait faire sur le deuil, sur le mariage. Puis on était un peu, perturbés. Étonnés, parce qu'il y a quelqu'un en dehors de chez nous qui vient nous parler de ça. Mais on s'est aperçu qu'au fil des ans, au fil de l'avancée du travail, il venait nous rendre compte. Et on s'est dit que c'était du sérieux, quoi. C'était du sérieux. Pour en finir, le jour où il nous a rendu le travail qu'avec un bouquin d'une belle épaisseur. D'une belle épaisseur, où il raconte toute la manière dont on vit. On l'a reçu, je l'ai reçu à la maison. C'est quelqu'un que je le connais très bien et qui vit au Japon actuellement. Alors merci pour cet ouvrage premièrement. Alors pour revenir au sujet ou à la question que vous me posez, là, il faut bien distinguer. Il faut bien distinguer l'enterrement et le deuil. Là, il ne s'agit pas d'un deuil, il s'agit d'un enterrement. Parce que le deuil, c'est un après. D'accord. Ça, c'est la première, il faut bien comprendre la chose. Ce n'est qu'après l'enterrement que commence
la période d'un an de deuil. D'accord. Donc là, on va parler de la veillée, du coup, pour commencer, c'est ça? Ça, c'est l'enterrement, la veillée, puis c'est l'enterrement le lendemain. Et c'est qu'après, l'enterrement, c'est la période de deuil. D'accord. Alors, c'est assez extraordinaire, d'ailleurs. C'est assez extraordinaire parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans l'intimité des clans, là. Parce que lorsqu'il nous a présenté le travail au centre culturel, on était assez étonnés parce qu'on ouvre. On ouvre des espaces qu'on n'a jamais ouverts, quoi. Parce que dans les photos, on ne parle pas des photos, mais il y a des photos que Sébastien a prises qui montrent vraiment l'intimité du clan de Tindo, quoi. On voit quelqu'un qui est couché dans le lit, ça c'est des choses qu'on ne fait pas. Qu'on fait, et c'est la première fois qu'on voit apparaître, ces gens-là qui sont là. Alors pour parler de ce deuil, on ne va pas, moi j'ai envie de parler de deuil, mais ça fait partie d'une trilogie. On ne peut pas parler de deuil sans parler de naissance. Le deuil, l'enterrement, c'est la fin d'une étape. Et la fin d'une étape, ça veut dire qu'il y a un commencement, quoi. C'est la naissance, le mariage et le deuil. Tout ça, c'est intimement lié. Non seulement c'est intimement lié, mais sont liés aussi par l'oncle maternel qui gravite autour de tout le peuple kanak gravite autour de l'oncle maternel, quoi. Voilà ce que j'avais envie de dire pour la première question. D'accord. Et est-ce que c'est partout? Alors Daniel, vous êtes originaire de Lifou. Est-ce que à Lifou ici, ça commence toujours par chaque membre de la famille ou du clan vient présenter un geste de coutume, donc avant l'enterrement? Là, on parle plutôt de la veillée. Bon, ça diffère un petit peu dans les pratiques, mais quand on fait la coutume, j'entends le film tout à l'heure, c'est à peu près ça. Mais il y a d'abord le clan qui est là. Et donc, une fois, il faut tenir compte, enfin, nous, le plus important là-dedans, c'est la parole. C'est là où, comme dit monsieur... Lebègue non, monsieur Kouna, qu'il y a ces trois événements. Il y a les trois événements. La naissance, comment Bon, la naissance, on sait que pour nous, si on peut schématiser un petit peu, l'enfant pleure parce qu'il est détaché de sa mère, alors que nous sommes là, nous sommes contents. On va recevoir l'enfant. Deuxième événement, c'est le mariage. Mariage, bon, ça va, on connaît. Et puis après, le deuil. C'est là où il faut bien distinguer, comme M. Kouna l'a dit tout à l'heure, parce que chaque événement a ses paroles. D'accord. Il y a des paroles de naissance, quand il y a naissance, il y a des paroles quand il y a mariage, il y a des paroles. Et puis, c'est surtout les trois événements-là, il n'y a que le mariage que l'enfant ou nous, on voit, on connaît. Tandis que la naissance, on ne voit pas. Et le deuil, on ne voit pas. Voilà. Et quel est le sens de cette étoffe qui est de ce geste de coutume? C'est pour partager la peine de la famille? Qu'est-ce qui symbolise ce geste? Le sens du geste qu'on amène, c'est uniquement pour renouer les liens. On vient parce qu'on a des liens qui ont été établis avant. On vient parce qu'on sait qu'on a des liens, on sait qu'on a des alliances, on a attaché des nœuds avec la famille de ma concubine ou de mon concubin. Là, je voudrais revenir sur quelque chose d'assez important, parce que lorsqu'on parle de nœuds, lorsqu'on parle de nœuds dans notre société, il y a deux manières de comprendre. Comprendre le nœud, pour nous, pour les gens de ce pays, on va dire entre guillemets le peuple kanak, le nœud, ça veut dire quelque chose de bien. Mais de l'autre côté, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à du négatif. Parce le nœud, c'est un synonyme d'un problème, souvent. D'un problème, d'un sac de nœuds. Et pour nous, dans la manière de comprendre, il y a deux manières de comprendre le nœud. Pour nous, c'est quelque chose de bien parce qu'on renoue des alliances sur des alliances, on renoue des nœuds sur des nœuds. Et lorsque quelqu'un décède, on vient pour renouer ces lieux-là. Donc le lien se resserre par ce geste-là. Par des paroles, Je me rappelle dans le travail qu'on a fait avec Emmanuel, dans des anciens, traditions orales, il y a du végétal qui est emmené. Il y a du végétal qu'on emmène, on emmène du végétal. Le végétal, c'est quoi? C'est de la paille, avec une perche en bois. On vient en offre. Parce que ça a une signification, la perche. La perche, c'est pour soutenir la personne ou la famille endeuillée. Et la paille, c'est pour rattacher. Aujourd'hui, on le fait à quoi? On le fait avec les bouts de mano aujourd'hui. C'est pas pour ça que la parole elle a changé, elle a toujours resté le même, quoi. On vient, la signification du geste, on vient parce que, pour renouer les alliances, pour renouer les liens. Il y a un phénomène nouveau qui arrive aussi, parce qu'on arrive aujourd'hui avec des biens de banque.
aujourd'hui, dans les gestes qu'on fait. Mais les biens de vente, ça sert à quoi? Les biens de vente, ça sert, parce qu'aujourd'hui, les descendants aujourd'hui, ils sont descendants à nos mères. Et les frais mortiers, Dieu sait que ça coûte extrêmement cher, quoi. Et chacun amène sa participation, c'est pour préparer, pour après, quoi. Parce que les frais mortiers, c'est des sommes vraiment exorbitantes, quoi. Que c'est pas la porte de tout le monde dans les tribus, quoi. Alors on a parlé de la veillée, on va maintenant parler du jour de l'enterrement. Il y a tout juste un an, Daniel, votre famille avait accepté que nos caméras assistent à l'enterrement de votre proche décédé, de votre oncle qui était décédé du Covid-19. Je vous propose de revoir ce reportage. Vous nous aviez expliqué à l'époque l'impact des restrictions sanitaires sur la coutume de deuil. Daria et Patou participent aux funérailles de leurs proches depuis l'extérieur. Seules 10 personnes de leur famille ont pu entrer dans le centre funéraire pour assister aux obsèques. C'est le seul moment qu'elles pourront voir de leurs propres yeux d'ici. Le corps étant amené de l'autre côté du cimetière, elles ne pourront plus rien voir après. Dans le cortège qui accompagne le corps, les membres de la famille s'efforcent de respecter la distanciation, mais aussi de respecter le timing. Les familles ont 2 heures pour procéder à l'inhumation de leurs proches. 1 heure de veillée et 1 heure pour la cérémonie religieuse et l'enterrement. D'autant que de nombreuses familles attendent leur tour à l'extérieur. La cérémonie terminée, les membres de la famille sortent du cimetière pour rejoindre les autres proches venus assister à l'enterrement depuis le parking. C'est sur la route que ces derniers procèdent rapidement aux cérémonies coutumières avant de se quitter pour que chacun retourne à son foyer respectif pour respecter le confinement. On a suivi les consignes qui ont été dites par les instances. On peut toujours dire qu'il y a un inconvénient, mais on accepte. Malgré nous, on accepte. Je peux dire qu'on a fait l'essentiel. L'essentiel de la coutume a été fait. Je dirais que c'est dans 2 mois ou 3 mois, dès que la situation le permet, on reprend les coutumes d'un deuil. Donc c'est pas terminé, c'est provisoire. Il est dans sa demeure provisoire et sa demeure définitive, c'est selon le temps. Si le temps le permettra, on terminera le travail. Si le protocole n'autorise que 10 personnes à participer aux obsèques, dans le parking, nombreux sont les proches qui sont venus accompagner leurs défunts dans leur dernière demeure. Voilà, c'était il y a tout juste 1 an. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images 1 an après ? Oui, avec beaucoup de recul, mais bon, ça fait quand même une déception, une série de déceptions. Je parlerai plutôt d'abord de son hospitalisation. Bon, en principe, quand il y a quelqu'un qui est malade, nous, on va d'abord le voir, on n'a pas pu avoir ça. On a su par téléphone, surtout que lui, il est à l'hôpital et puis il est atteint de la Covid. Quelques jours après, on nous dit, il est parti. Et donc il n'y a pas eu de veillée déjà ? Il n'y a pas de veillée. Ouais, pas de veillée. Il est entre les mains du service sanitaire, mais il n'y a pas de veillée. Donc il faut attendre des instructions. Et là, on voit, vous faites une coutume rapide sur le parking. Après, il y a eu ça, pour le mettre en caveau. On nous a convoqué encore qu'il faut venir. Et c'est là qu'on a pu profiter de faire des coutumes, parce qu'on ne peut pas aller à la maison. On a fait la coutume au parking, entre nous et les oncles, mes oncles, etc. Et après, on est parti, les 10 sont partis, parce qu'il faut 10, c'est-à-dire nous plus le pasteur. Ça fait 10 personnes pouvaient rentrer dans le cimetière. Pour entrer d'abord pour 1 heure on fait la coutume avec l'oncle utérin du décès, et avec le pasteur qui fait ça, parce qu'il faut faire là, on ne peut pas faire
au caveau. Arrivé au caveau, bon, ben voilà. Le plus marquant pour moi, c'est quand on quitte la mort pour descendre au caveau. Je voyais nous, on est 10 seulement avec le cercueil. Mais je voyais une trentaine dans le parking. De personnes restées sur le parking. Qui pleuraient. Yvon, Daniel parle des oncles utérins. Ils sont très importants, évidemment, tout au long de la vie. Mais au moment de l'enterrement, c'est eux, par exemple, qui ferment le cercueil. Oui, l'oncle utérin, c'est le personnage central de la culture, de notre culture à nous. Il est là pendant la naissance. On a besoin de lui. On a besoin de lui pour le mariage. Et le deuil, parce que c'est lui qui va reprendre le souffle. Parce qu'il donne le souffle dès la naissance. À la naissance, il y a des paroles qui ont échangé, le temps ne va pas nous permettre de mettre à plat nos rituels avec les paroles qui sont prononcées, quoi. Mais lui, il est là, lui. Il faut qu'il soit là, quoi. C'est son rôle à lui. Il va prendre, en gros, ce qu'on va dire, il va prendre la place des deuilleurs. Ce qu'on appelle des deuilleurs autrefois. Tout le monde a des noms en langue, ce qu'on appelle des deuilleurs. Et ils sont représentés par des masques où on voit le nez qui est un peu... Ça, on appelle le masque de nez. C'est connu dans le Grand Nord. Ça. Alors, eux, ils jouent le rôle de, d'emmener son neveu ou sa nièce pour la mise en terre dans le... mais les manières dont on a vu à un moment donné dans notre histoire, c'était pas pareil, parce qu'eux, ils promenaient avec le corps, c'est les fameux d'ailleurs, ils promenaient avec le corps pendant 1 mois, 2 mois, jusqu'à ce que le corps, on puisse le détacher du reste du corps. C'est la raison pour laquelle on trouve certains crânes au fond des cavités, en dessous des rochers, quoi. Ça, c'est la manière d'enterrer, et en dire 100 ans en arrière, quoi. Aujourd'hui, avec l'apport de ce qui nous arrive, aujourd'hui, on fait des enterrements aujourd'hui. Mais ce sont des oncles maternels qui doivent être là pour porter le décédé et le mettre en terre. D'accord. Alors, une fois que cela est fait, là commence le deuil, ce que vous nous disiez tout à l'heure. Exactement. Ouais. Là, on peut parler de deuil. Alors, au cours de cette personne, on m'a raconté que certaines femmes, notamment, pouvaient se couper les cheveux ou se retirer plus ou moins de la vie sociale, comme ne plus participer à la saison des mariages. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe au cours de cette année de deuil ? On a des signes, On a des signes. Bon, aujourd'hui, on essaie de s'adapter, quoi. Le peuple kanak, il a toujours un peuple qui s'est adapté au cours de son évolution, de sa longue marche. Aujourd'hui, on coupe des cheveux. Mais autrefois, on avait des tatouages. On portait des tatouages. Le nombre de tatouages signifiait que tu portes 1 ou 2 ou 3 de quelqu'un qui sont disparus. On a des tatouages, soit dans la figure, soit sur le bras, quoi. Ça, c'était les anciennes pratiques, quoi. Mais ce n'est pas uniquement que les femmes qui portent le deuil, quoi. Que ce soit les femmes ou les hommes. On avait un petit... lorsqu'on a fait l'enquête, on est habillé en noir, bien entendu, c'est le signe du deuil. Et lorsqu'on n'avait pas des habits noirs comme le monsieur qui est là, on attendait juste un petit nœud. D'accord. Un petit nœud pour signifier qu'on est en deuil. Mais dans des interdits, on ne nous interdisait pas d'aller à un mariage ou d'aller à... Il n'y avait pas ça dans les interdits, quoi. Il y a juste pour respecter, tout simplement, quoi. Alors l'année dernière, au début du mois de novembre, le Sénat coutumier avait déclaré un deuil kanak d'1 an, une décision mal acceptée par certains et notamment par une partie des politiciens loyalistes. On va écouter la réaction de Nina Julier à l'époque. Elle répondait aux questions d'Élise Ouachetine dans notre JT. C'est ce que tous les Calédoniens disent, que ce sont de faux prétextes. Les conditions sanitaires sont réunies d'une part, et avancer le prétexte du deuil, malgré utiliser les morts comme ça, alors qu'on a tous été touchés par cette crise sanitaire, les Calédoniens ont bien compris que en fait, les enjeux n'étaient pas là et que les prétextes n'étaient pas là. On a l'impression que les indépendantistes déclarent forfait avant de jouer le dernier match, et c'est déplorable quand on sait ce que nous a coûté l'histoire. Vous comprenez cette réaction avec le recul ? Avec le recul, je dis que, tout simplement dire que quand j'ai répondu à cette question, il y a 5 mois sur Radio Océane, mais je vais redire ce que j'ai dit sur Radio Océane. Je dis que chacun est responsable de ce qu'il dit. Chacun est responsable, chacun ou chacune est responsable de ce qu'il dit. On peut dire tout ce qu'on veut. On est un pays en démocratie. Mais je dis que c'est quand même dommage.
c'est quand même dommage, avec un peu de recul, c'est quand même dommage de parler de quelque chose que l'on ne vit pas. Hein, que l'on ne vit pas, que l'on ne... Par la limite, je dirais que l'on ne sait pas. Hein, ben, il faut le vivre, il faut le pratiquer. Moi, je le pratique tous les jours. Je sais de quoi je parle, je le pratique tous les jours. Hein, pas plus tard qu'avant-hier, on a eu plein de décès chez nous et on fait le même rituel depuis jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même dommage de parler des choses que l'on ne fait pas, qu'on ne maîtrise pas. Ça, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais moi, je dis tout simplement, à chaque fois que quelqu'un décède de ma tribu, c'est toujours le même rituel. C'est toujours le même rituel. Moi, des propos comme ça, moi, je renvoie tout simplement à ces propos au festival Calédonia, qui vient de se terminer, on va dire pas plus tard qu'hier, avant-hier. Alors, on se donnait rendez-vous au centre culturel à Koné ou à Moraï, toutes les ethnies confondues, tout le monde. Au sortir de ce festival, je renvoie cette question à ça, au sortir de ce festival, on s'est dit, qu'est-ce que l'on peut faire dans les 2 ans, dans les 3 ans, dans les 4 ans qui arrivent après, Qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble Chacun, il amène un peu du sien pour qu'on puisse continuer à bâtir ce chemin qui nous mène vers un vivre ensemble où tout le monde décrit. C'est ça ma réponse pour ça. Alors aujourd'hui, les familles qui ont perdu l'un des leurs pendant le Covid procèdent au lever de deuil 1 an après. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été fait pour votre oncle, Daniel ? La levée de deuil ? La levée de deuil, nous, c'est bon. C'est vrai qu'il y a eu déjà enterrement il y a 6 mois après le lever du caveau. D'accord. Alors, c'est là qu'on fait les coutumes. L'oncle lutherin, tout ça, comme on a dit là. Mais le lever de deuil, c'est pas une obligation pour tout le monde. D'accord. Ouais. Le lever de deuil, c'est bon. C'est un petit rassemblement pour symboliser. Ça peut être au niveau de la tribu. D'accord. La tribu avec la famille. Voilà. Parce que c'est surtout la famille qui demande au pasteur ou au diacre de venir faire une petite prière. Et là, j'ai assisté à la levée de deuil, mais je peux revenir sur ce qui a été dit par Madame... Oui, rapidement, parce que l'émission touche déjà à sa fin. Ah ouais. Oui, parce que quand on dit, c'est surtout le mot, il ne faut pas prendre ça pour une excuse. Quand on est en deuil, on ne joue pas avec ça. Et en plus de ça, on parle ils nous disent que c'est la démocratie. Mais quand il y a eu prononciation du maintien du référendum, il y a encore des cas. La Covid, la maladie n'était pas terminée. Bon, ça baisse. Uniquement le nombre qui baisse. Mais il y a toujours la maladie. Donc, excuse-moi, mais surtout, trouver à dire que c'est une excuse. C'est le mot excuse qui vous choque. Moi, je ne suis pas d'accord. Okay. Merci. On se rapproche déjà de la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'avoir partagé avec nous vos connaissances sur le deuil kanak. Avant de se quitter, on va regarder ensemble 2 chroniques sur des sujets bien différents. On commence avec Thibaut Bizien de Calédocline. L'éco-participation, ça vous dit quelque chose ? On regarde. Salut les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'éco-participation. Vous savez, quand vous allez acheter un produit au magasin, vous pouvez parfois le voir mentionné en bas de votre facture et notamment lorsqu'il s'agit de produits liés aux filières réglementées. C'est par exemple le cas pour les piles, les batteries, les pneus, les huiles de vidange, mais aussi le matériel électronique ou informatique, les luminaires, l'électroménager et même carrément les véhicules. Cette contribution est ensuite reversée à l'éco-organisme Trécodec qui assurera la collecte, la dépollution, le traitement et la valorisation des déchets en collaboration avec les entreprises locales de recyclage partenaires du dispositif. Chaque année, ce sont plus de 10 000 tonnes de déchets qui sont recyclés par le biais de ce dispositif, et ce notamment grâce aux très nombreux points d'apport volontaires qui sont mis en place sur l'ensemble du territoire. Ainsi, chacun contribue à financer la gestion des déchets et leur recyclage,
ce qui permet d'éviter un énorme gaspillage de précieuses matières premières qui ont fait le tour de la planète avant d'arriver jusqu'à nous. Mais tout ça n'est pas possible sans vous et c'est pourquoi je compte sur vous les amis pour déposer vos déchets dans les points de collecte adaptés afin qu'ils puissent être valorisés et de soutenir les entreprises locales de recyclage. Chaque geste compte pour maintenir notre île propre, alors à vous de jouer! Merci Thibaut. Après la nature, place à la culture. Vous connaissez peut-être Soufiane Karim comme danseur et chorégraphe, mais savez-vous qu'il est aussi sculpteur et peintre? Et c'est sur l'île de Java que ces outils vont vous transporter. Chloé Yentao est allée à sa rencontre. Salut Soufiane. Salut. Alors on est au Crépac à Nouville parce que qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il se passe ma première exposition sur les arts et la culture de Java. Super, tu nous montres? Avec plaisir. Bon alors c'est quand même particulier parce que nous on te connaît comme danseur, chorégraphe et aujourd'hui c'est pas du tout ça que tu nous présentes de la sculpture. Oui, oui, c'est vrai que depuis pas mal d'années, je travaille en autodidacte et je travaille par passion et un peu en hobby aussi, on pourrait dire, notamment la sculpture, depuis peu la peinture. Ça par exemple, c'est toi qui l'as fait. Oui, ça c'est une sculpture en bois de litchi. C'est un masque qu'on appelle Barongan Chaplokan et que j'ai retravaillé. J'ai mis 1 an à faire ça. Ah oui? 1 an. Et on va trouver surtout la pièce maîtresse et un petit peu l'objet sur lequel j'ai passé le plus de temps et on va dire l'aboutissement de tout ce travail. Pour moi, la part de sacré, elle est dans tout le processus. C'est-à-dire que le bois, par exemple, une des techniques que j'utilise pour faire sécher le bois et pour le traiter, entre guillemets, plutôt que d'utiliser des xylophénes ou des produits chimiques, c'est que je le fais fumer à l'encens, par exemple. Et que ça me permet de parfumer le bois, mais ça me permet aussi de poser du rituel et de la spiritualité là-dedans. C'est vraiment le tout début d'un projet. La deuxième étape, c'est ensuite tout un travail de communauté que j'aimerais faire, un travail d'échange, de transmission, de partage, parce que c'est vrai que même si j'ai réussi à aboutir certaines choses, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui restent en questionnement. Et je pense que c'est plus qu'un travail artisanal. Je pense que je me suis lancé, comme dans mes travaux chorégraphiques, dans un vrai programme de recherche en fait. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci encore, messieurs, d'être venus sur le plateau de Ça vous parle. Merci à vous, à la maison, de nous avoir suivis. À 19h55, retrouvez votre soirée L'amour est dans le pré. Bonne soirée sur Calédonia.